Salut Ken, Bonjour. Salut les gars, comment ça va? ça va bien vous? Ben, Très merci bien, merci très bien. d'avoir accepté l'offre de venir à notre podcast. On le sait que ce soir, c'est un souper d'équipe, je pense. Oui. Ça, Mais c'est vite. ça Je ne peux coûte... pas garder les joueurs trop longtemps qu'il y a une buffet qui leur attend. Les gars avaient faim. Puis Oui. on peut pas rester trop longtemps quand le staff il est là non plus. Non, c'est vrai aussi. Ça doit coûter cher, par exemple, à 74 joueurs au cas d'entraînement. C'est un gros buffet. Oui, en plus, on a invité tous les employés aussi. Alors, je pense qu'on n'a pas donné au Ritz le propre chiffre de personnes qui sera là. Est-ce que ça fait partie justement tout ça de ce que vous voulez implanter, comme montrer qu'on est une organisation qui se tient, puis autant le DG que le coach, que les joueurs, que le staff, ça forme toute une unité ensemble? Oui, c'était en fond la raison du souper ce soir. Je pense qu'on a commencé l'an passé, puis on avait une idée de l'environnement qu'on voulait établir pour l'organisation, mais on ne l'avait pas communiqué. Alors, dès qu'on est arrivé au mois de septembre, moi, Jeff, Sedji, puis Martin et les coachs, on parle de comment est-ce qu'on peut identifier et définir c'est quoi la culture des Canadiens de Montréal, puis à qui ça sert. C'est pas juste pour les joueurs, c'est pour tout le monde qui travaille dans les opérations de hockey. On voit ça que ce soit junior, Midget 3, Ligue nationale, de l'extérieur. Pourquoi autant de joueurs, par exemple? Tu sais, 74 joueurs, c'est énorme. On le sait quand même, ça va ressembler à quoi l'équipe? Est-ce qu'on a le temps d'évaluer tout le monde? Est-ce que c'est vraiment pour faire vivre une expérience ou il y a vraiment un plan derrière chacun des 74 joueurs? Je peux pas vous dire qu'il y a un plan en arrière de chacun des 74 joueurs, mais on voulait avoir 4 équipes, premièrement. Puis, deuxièmement, on croyait que le tournoi des recrues à Buffalo, c'est 3 matchs, c'est 2 matchs pour plusieurs des joueurs. Il y en a certains qui ont joué les 3 matchs. Alors, on voulait leur donner un peu plus de chance à connaître l'organisation, à nous connaître, puis à démontrer à nous qu'est-ce qu'il y avait comme potentiel. Est-ce que Martin Saint-Louis, avec son premier vrai camp d'entraînement comme entraîneur-chef, tu l'as-tu vu poser des questions pas mal à travers la Ligue, disant comment, tu sais, veut pas comme joueur, on a une vision, mais comme entraîneur? Avant, j'aimerais demander, Martin, y a-tu encore l'attitude de joueur? Si tu le vas en premier pour aller au buffet ou... Non, mais il a oublié un peu l'attitude des joueurs parce que Jeff Gordon nous a dit, tu sais, les joueurs de hockey, c'est 5 minutes, c'est pas 30 minutes quand tu parles. Ouais, comme à Ça, c'est l'école. vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas trop long. Faut pas que ça soit trop long. On veut revenir, oui, on va parler du Canadien un peu plus tard, mais on veut vous entendre aussi sur comment est-ce que ça a commencé. Kent Hughes, le kid qui commence puis qui se dit, sais-tu quoi, je jouerai pas dans la Ligue nationale, moi, je vais devenir un agent de joueur. Comment ça s'est fait, cette idée-là de devenir agent de joueur? Je pense que j'avais parlé avec Stu Cowan, ça fait presque au début de janvier l'an passé, puis je lui avais dit peut-être ça m'a pris plus longtemps pour déterminer que Kent Hughes serait mieux comme joueur d'agent que joueur professionnel. Alors, peut-être que j'étais trop confiant dans mes habilités comme joueur de hockey. Mais quand j'ai terminé mes études, j'ai joué en Europe pour un an, mais je savais que rendu là, que je jouais pour comme sortir le jeu de hockey, de dire salut au hockey comme joueur de hockey. Mais je suis parti en même temps en pensant c'est ma passion, comment est-ce que je peux rester dans le sport sans être un joueur de hockey. Puis c'était bien un coach ou un agent. Alors, mon frère, dans le temps, était un choix des Nordiques, puis il y avait plusieurs joueurs, même comme Enrique Ciccone, Ouais. que j'ai joué avec, que j'étais encore ami. Alors, j'ai pris le temps de parler avec mes amis qui étaient des joueurs professionnels pour savoir qu'est-ce que ton agent fait, qu'est-ce que thème de ton agent. Puis de là, j'ai décidé que peut-être j'étais mieux d'aller étudier en droit avant de poursuivre une carrière comme agent. On va revenir à ça dans quelques instants. Si tu avais à te comparer à un joueur dans ton organisation, c'était qui, Kent Hughes? Il est pas au camp. Souvent à Boston, les gens me disaient si tu étais un joueur dans la Ligue nationale, tu jouerais un peu comme Brad Marchand. Oh, ouais, t'étais fatiguant de même sur la glace? Oui. Wow! j'aime ça. C'est surprenant, pareil. Et peut-être que j'étais fatigant hors glace, alors il me pense comme Brad Marchand.
T'es-tu le Brad Marchand d'un égo avec les DG? Ou? J'espère que non. Puis là, dans tout ça, là, on revient à ça. Tu décides d'être agent. Un de tes premiers clients ou ton premier client, c'est Vincent Le Cavalier. Tu sais, je serais surpris de voir comment y avait-tu de la pression, que t'étais-tu nerveux, comment que ça s'est passé tout ça? Oui, c'est ça, c'était mon premier comme client qui était vedette dans la Ligue nationale. C'était probablement un des plus faciles joueurs que j'ai travaillé avec. Vincent, c'était un gars qui est très loyal. Puis vraiment un bon gars qui a vraiment un bon sens d'humeur, qui est capable de se moquer de lui-même. Alors, on s'est toujours entendu bien ensemble. Puis il était toujours clair dans qu'est-ce qu'il voulait. Alors, j'ai trouvé qu'il était facile de travailler comme agent, mais c'est ça, quand tu commences dans n'importe quelle profession puis tu es nouveau, tu apprends en chemin. Ouais. Puis c'est ça qu'il y avait une certaine. Au même temps, j'étais jeune. Mais Alors, l'approche, elle se faisait comment? Tu sais, t'appelles ses parents? Est-ce que t'appelles lui directement? T'as-tu un ça a plan pour commencé, lui? oui, ça a commencé avec son frère parce que pendant que je jouais au collège, je suis retourné les étés avec mon frère puis un ancien joueur qui était un prospect des Canadiens, Brad Lazell, qui a joué à Fredericton dans son temps. Alors, on coachait de Midget 3. Alors, dans le temps, on coachait Philippe, JF Wool, on coachait contre Martin Saint-Louis. Alors, j'ai eu la chance de connaître la famille Le Cavalier, mais Vincent, dans le temps, était vraiment jeune. Ouais. Puis, à un moment donné, dans la future, un ami qui est devenu un partner, Anton Fun, m'a appelé. Il dit connais-tu la famille Le Cavalier? Je dis oui. Pourquoi? Il a dit parce qu'apparemment, le plus jeune Vincent Le Cavalier, c'est le meilleur 16 ans au monde ou 15 ans au monde. Il était à notre collège Notre-Dame dans le temps. Alors, je me suis remis en contact avec la famille, mais il y avait déjà un agent dans le temps. Mais quand il a pris la décision de changer, il m'a appelé. Alors, on s'est assis, puis on a comme expliqué le plan pour lui côté carrière, négociation des contrats, tout ça, mais aussi côté marketing, puis aussi côté personnel. Puis, honnêtement, je ne pensais pas qu'on l'aura comme client. Puis j'ai expliqué à son soirée de retraite. Son père m'a demandé de parler, puis j'ai parlé, puis j'ai expliqué parce que je ne l'avais jamais dit à Vincent. Ça faisait peut-être 3 ans, 4 ans que j'étais dans une carrière d'agence. Puis ma femme travaillait aussi, mais on commençait à avoir une famille. Et puis, tu sais comment ça fonctionne au hockey. Tu commences avec des 15 ans, des 16 ans, mais tu ne gagnes pas une vie avec des 15 ans et des 16 ans. Non. Alors, j'avais fait une rencontre, puis la famille, Vincent puis sa famille a pris beaucoup de temps à prendre une décision. Alors, j'avais déjà décidé, peut-être c'était le temps de travailler comme avocat, puis lâcher la carrière d'agence. Puis, j'avais pris la décision, mais je n'avais rien fait, puis j'ai eu l'appel de Vincent pour me dire qu'il a décidé de venir avec moi comme son agent. Puis, je me souviens, il m'a dit, je m'attendais que tu sois plus surpris. Plus content. Je dis, Content. tu ne voudras pas que ton agent démonte ses cartes. Leçon numéro 1. J'aime ça. C'est où la limite, justement, pour un agent de s'impliquer? Jusqu'à où on peut aller dans les conseils qu'on donne? Il y en a qui aiment ça que leur agent les appelle, les conseils, disent t'es beau, t'es fin. Jusqu'à où, toi, tu voyais ça, justement, de l'implication de l'agent dans le jeu de joueur? Je crois que chaque agent est à un certain point différent. Pour moi, premièrement, les conseils devraient être toujours honnêtes. On n'est pas là pour être le meilleur ami de nos clients. On est là pour leur donner des conseils. Mais en même temps, il faut qu'on leur soutienne aussi. Alors, ça prend on a appris en chemin, comme j'ai dit. Puis, moi, j'ai appris beaucoup avec Vincent parce que j'étais un gars qui était toujours. Peut-être que je n'avais pas le talent pour jouer dans la Ligue nationale, mais j'avais toujours une tête pour le hockey. Ouais. Alors, souvent, je suivais ses matchs, puis quand il appelait, je disais écoute, il faut faire telle chose. Je t'ai dit que New Jersey coupe la glace dans le milieu, mais ça sort côté gauche, puis toi, tu coupes comme ça, côté droite, mais la ligne est dans le milieu, puis Prosper ne peut pas te donner la rondelle, tu n'écoutes pas.
me souviens une fois, il m'a dit, il était dans le temps qu'il il avait ses problèmes avec John Tortorella, puis ça allait pas bien. Puis il a dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de bon? Puis j'ai dit, est-ce que tu avais besoin d'un cheerleader ou tu as besoin de quelqu'un pour t'aider? Mais quand j'ai décroché la ligne, ma femme m'a dit, j'espérais que tu étais plus intelligent que ça. Parce que quand il t'a appelé, il voulait rien savoir de hockey. Il avait besoin de quelqu'un pour le soutenir dans le moment. Alors, c'est bon, ça. c'était comme une des premières fois que j'ai commencé à penser différemment. Ma rôle est différente, dépendant du joueur puis dépendant de la situation. Mais toujours être honnête avec les joueurs. Comme agence ou comme agent, est-ce qu'on a des critères un peu comme une équipe? Tu sais, comme le Canadien, on a toujours des values. Si tu veux savoir quel genre d'individu tu vas avoir. Est-ce que vous avez des critères comme ça pour sélectionner des joueurs ou on va pour le talent puis ça prend des bons joueurs de hockey? Mais dans le monde d'agence, écoute, vous deux, vous avez passé une situation où vous avez à choisir un agent. Moi, j'ai toujours dit que si on avait l'avantage de passer les joueurs en entrevue puis décider si on voulait l'avoir, ça serait extraordinaire, mais ce n'est pas la réalité. On arrive, puis c'est nous qui passons en entrevue. Ouais. Mais j'ai toujours cru aussi que la personnalité, notre personnalité puis la personnalité de notre agence était pour attirer un certain type de personne. Puis un autre agent était son style attirer un différent type. Alors, je crois que pour la plupart, on a été chanceux d'avoir vraiment des bons gars, pas juste des bons joueurs de hockey. Pourquoi tu avais eu un offre avec les Rangers dans le temps que Jeff Gorton était là-bas? C'était quoi la raison pourquoi tu n'avais pas fait le saut à ce temps-là? Probablement plus familial. Ouais. Dans le temps, on avait une jeune famille. On sait dans quand on va côté d'équipe que la sécurité d'emploi n'est pas idéale. Puis écoute, j'avais déjà pris des sacrifices comme des clés avant où j'ai poursuivi une carrière dans le monde d'agence où on a pris beaucoup de risques, on n'a pas fait beaucoup d'argent au départ. Alors, je pensais que ma responsabilité était plus envers la famille, même si ma passion était dans le monde hockey puis sur le côté de l'équipe. Ça serait quoi, Ken, ton plus beau moment? Puis tu peux prendre le temps d'y penser, mais comme agent, il doit y avoir un contrat à un moment donné. Tu as été cherché pour un client, puis tu étais comme, wow, je suis tellement content pour lui. Il a travaillé en tabarouette, il a fait face à de l'adversité. Puis... Probablement Benoît Pouliot. Ah ouais, hein? Oui. Ah, lui, celui à Edmonton. Ça, c'est chitching en tabarouette, ça. Hein? Non, mais c'était pour. L'histoire de Ben, c'est sûr qu'il était repêché tôt à Minnesota. Puis ça n'a pas vraiment fonctionné à Minnesota. Il arrive à Montréal, puis mi-saison, puis il a connu une super de bonne fin de saison. L'année d'après, ça n'a pas bien été. Il se fait échanger à Boston. Puis il a connu vraiment, en tout cas, moi, j'ai trouvé, en jouant sur le troisième ligne, il était avec Chris Kelly, puis je ne me souviens pas qui était l'autre allié. Sûrement? Oui, Daniel Paillet. Ouais. Puis il a fait 16 buts, 16 passes sur le troisième trio. Puis tout au coup, Boston a été terminé avec lui aussi. Il arrive à Tampa. Puis moi, je l'ai vendu beaucoup à Steve Yzerman. Puis il a eu vraiment une bonne départ de saison à Tampa. Je pense que c'était c'était un lockout, alors c'était pas une saison complète. Non. Et même que Steve m'a appelé à un moment donné, puis il a dit, écoute, normalement, les agents, quand tu les écoutes, tu sais qu'il y a un certain côté de vente, mais Ben, il est meilleur que tu l'as décrit. Wow. Mais Tampa était en changement comme les Canadiens ont été l'an passé. Alors, tout au coup, John Cooper arrive comme coach. Puis John, il voulait emmener tous les joueurs de Syracuse. Alors Ben, même s'il a connu vraiment une bonne saison à Tampa, tout au coup, il était mis dans les estrades. Puis Steve a dit, écoute, c'est pas nécessairement juste à Ben, mais j'embauche un coach, puis si ça fonctionne avec lui, tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, moi, je vais perdre ma poste aussi, alors je dois donner le soutien à John Cooper, puis c'était dans le temps de Palat, puis Killorn, Johnson, tous ces jeunes. Alors, moi, j'ai trouvé que Ben était mis peut-être pas dans une situation juste envers lui, puis il arrive
l'été, la période de joueur autonome. Puis il y avait 2 chances, une à Philadelphie pour beaucoup plus d'argent, sauf c'était moins clair, puis les Rangers. Puis il a pris peut-être 50% de ce qui était offert des Rangers pour notre équipe pour aller à New York. Oh, wow. Alors, que ça a fonctionné pour lui, puis qu'il s'est fait payer d'après, j'étais très content pour lui. Est-ce que tu te souviens contre qui Benoît Pouliot avait été échangé du Wild? Toi? Oui, tu viens sur mon show parler de Ben Pouliot. J'ai été échangé contre, j'en reviens pas. La deuxième question, c'est pourquoi tu n'as pas approché Guillaume comme agent? Je pense qu'on l'a approché, lui et son frère, à un moment donné. Avec Phil, oui. Je me souviens, mais c'est drôle qu'il parle de Ben Pouliot. C'est tellement un bon Jack, Ben. Puis tu as raison, il est tellement... Ce gars-là était tellement sous-estimé dans la Ligue nationale. Il était tellement... Un des meilleurs joueurs, j'ai vu, Ben Pouliot. Il était... Ça me surprend parce que, ça me surprend pas, mais il vient de dire qu'il a fait 16 buts, 16 passes. Il se rappelle de ses stats, puis on a appelé un de tes anciens clients aujourd'hui, puis il nous a dit que tu regardais tous les matchs de tes clients au fast-forward, puis à un moment donné, il est arrivé un petit quelque chose en finale de la Coupe Stanley, ton fils, il a délité un match ou quelque chose du genre. Mais je ne l'écoute pas à fast-forward, c'est le contraire. Sur les pauses, moi, je recordais tous les matchs parce que au départ, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de DVR, pas de TiVo, on ne pouvait pas recorder des matchs. Dans le temps, mon frère travaillait dans la Ligue nationale. Alors, j'essaie de mettre les enfants au lit avant 7 heures pour que je pouvais descendre regarder les matchs. Mon frère m'a appelé et il a dit « Kent, tu as besoin d'un TiVo. » Il dit « C'est quoi ça? » Il dit « Tu peux regarder les matchs real time. » Oui, mais c'est ce que je fais. Il dit « Non, tu ne comprends pas. » Puis alors, on a eu un certain argument. Puis il dit « Écoute, c'est clair que tu ne comprends pas. Je vais l'emmener la prochaine fois, puis il m'a emmené mon TiVo, puis ça a changé ma vie. Alors, j'ai jamais regardé un match à 7 heures d'après. Je recorde tout, mais je recule souvent. Mais quand mes enfants étaient avec nous, je dis « As-tu vu qu'est-ce qui est arrivé? » Il dit « Non. » Alors, je recule, puis je dis « Regarde, qu'est-ce que le joueur voyait dans ce moment? Qu'est-ce que tu penses? » Wow. Alors, une fois, j'ai eu une amie qui a regardé le match avec nous, puis elle a dit « Ah, c'est fantastique, c'est tellement intéressant. » Puis mes enfants ont dit « Non. » En anglais, on dit « So annoying, we hate it. » Ils sont descendus en bas. J'aime ça. C'est toutes des affaires pareilles parce qu'au départ, là, on est des fans de hockey, puis là, tu as la chance de travailler dans ta passion. Est-ce que le matin, tu te lèves, tu fais comme... Je suis tellement chanceux, c'est de côtoyer tous ces gars-là qui sont autour de toi, qui ont réussi dans le game, puis d'échanger des idées avec eux. Ça doit être des fois challengeant aussi. Tu as beau être le patron, tu parles à Martin Saint-Louis qui est au-dessus de 1000 games, Hall of Fame. Des fois, tu dois dire, OK, je m'en vais où avec ça, tu sais? Non, je l'adore. Puis j'ai eu un texte de Stan Bowman, même hier soir, puis il a dit, la chose que je manque beaucoup du jeu, c'est les discussions que j'ai eues pendant des années avec tout le monde, ouais. Puis sans savoir, tu apprends à chaque jour. Puis j'espère que je vais continuer à apprendre à chaque jour autant que je demeure dans cette poste. Puis Kent, tu as été dans une situation quand même particulière cette année. Vous êtes une famille de hockey, mais là, ton fils, c'est son repêchage. Puis tu as l'air à prendre ça à cœur. À Montréal. Je suis à Montréal en plus. Je suis sûr que tu as fait du vidéo avec lui dans le passé. Comment vous avez vécu votre draft? T'sais, comment ça s'est passé avant? Les critiques que toi, tu avais sur ta feuille comme père, c'est-tu ça que tu as vu le scouting staff à la table? Étiez-vous sur la même page? Ou? Non, mais c'est ça, on l'a discuté à un certain point, puis j'ai dit, écoute, je ne suis pas prêt à repêcher mon fils. Pour des raisons, je pense, sont pas mal évidentes. Mais même le souper, le soirée d'avant, on est allé avec Jeff Molson, puis il a dit, puis... Qu'est-ce que tu penses? Puis j'ai dit non, je pense pas. Mon fils voulait se faire repêcher par Montréal, oui. Je pense, mais à 18 ans, on ne connaît pas le monde au complet. Puis je pense que c'était la meilleure chose pour lui de trouver ailleurs puis d'avoir fait ses démarches à lui-même. Est-ce que c'était dur, la journée du repêchage, d'être concentré sur notre business, sur notre équipe, en sachant très bien que lui est en haut, stressé, puis il a hâte que son nom sorte? Oui, à un certain point, je commençais à être un peu nerveux pour lui. Écoute, quand tu travailles pour une équipe, la journée du repêchage, c'est fun. Ouais. Quand tu es dans les estrades, moi, je l'ai toujours décrit en anglais,
comme the most anxiety-filled Ben oui. weekend that you might look back on fondly, mais ça dépend où que tu es repêché. Ouais. Alors, mais à part de sortir premier overall, tout le monde est anxieux pour entendre leur nom. Puis ça fait quoi, 25 ans que j'assis, puis moi, j'évalue les repêchages pas par qui était le premier à sortir, mais qui était le dernier à sortir. Puis c'est pas le stress qui t'a fait faire tous les échanges. Tu as volé le show en première ronde. Honnêtement, écoute, quand tu travailles pour une organisation, puis on enlève les émotions, je le trouve moins stressant. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, ouais. On a C'est déjà- quoi ta routine, jour de match? Chez les joueurs, c'est toujours la même affaire, là. Des pâtes, du poulet, un petit nap l'après-midi, un GM, ça fait quoi, une journée de match? Idéalement, un gym, puis peut-être 20 minutes, 6 heures avant d'aller à l'aréna. C'est pour ça que j'ai décidé de rester en ville, proche de Centre Bell. Je peux prendre mon 15 minutes avant d'aller au match. Pas de sieste d'après-midi? Non, à 6 heures. Un petit nap dans le bureau. Ouais. Puis est-ce Quand on que, est plus vieux, j'aimerais prendre une nap pour 2 heures, mais ça ne fonctionne plus. C'est 15 minutes maximum. puis est-ce que tu vas à tous les entraînements quand tu es en ville, toutes les pratiques, les morning skates, tu es toujours autour de l'équipe? Est-ce que tu vas à tous les jours de match dans le bureau avec Martin ou? Non, je ne vais pas toujours au morning skate puis aux pratiques. Je pense que, écoute, nos coachs sont capables de gérer des morning skates puis tout. C'est ça qu'on va passer ou on va les voir tout de suite quand ils retournent à l'hôtel ou avant de partir si on est à domicile pour être sûr qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a rien qui se passe. Mais je crois vraiment en démontrant une confiance aux gens pour faire qu'est-ce qu'on les a embauchés pour faire. On est là pour être disponible si Martin veut discuter de quoi, mais je ne veux pas non plus lui dire trop qu'est-ce qu'on pense. Est-ce qu'après un gros match ou beaucoup de stress ou une grosse transaction, Kent Hughes, c'est-tu un gin tonic, un verre de vin, une bière? C'est quoi son drink de relaxation? Un verre de vin. Un petit verre de Rouge. vin, un petit verre de vin rouge pour relaxer? Oui. Ça- Oui. C'est quoi les activités de Kent Hughes? C'est quoi les hobbies? Est-ce que l'été, c'est un pêcheur? Y a-tu du temps pour chasser? Est-ce que tu as le temps de faire ça? Plus, ma femme dirait que c'est uniquement le hockey, mais j'aime beaucoup jouer au golf, sauf que je suis pas bon. Je joue beaucoup pour pas être bon. C'est un pas pire problème. Il a réglé le problème, il est pas bon au golf. On parle beaucoup des jeunes dernièrement, puis les gens demandent toujours comment qu'on entoure ça, un jeune qui arrive dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est quoi entourer un jeune? Dans la tête des partisans, c'est toujours on l'envoie dans la Ligue américaine, puis il va se développer. Mais c'est quoi la bonne façon d'entourer un jeune joueur de hockey? C'est-tu de le faire vivre chez un vétéran? C'est-tu de surveiller tout ce qu'il fait? Moi, je crois qu'il n'y a pas un plan pour tout le monde. Je pense que chaque joueur est différent, puis chaque équipe est différente. Ouais. Je pense que la propre manière d'entourer un jeune à Montréal, avec les Canadiens de Montréal en 2022-2023, j'espère va être différent qu'en 2026-2027. Ouais. Parce que comme c'est différent pour nous que peut-être Colorado ou Tampa ou ces équipes qui sont vraiment dans leur window pour continuer à gagner des Coupes Stanley. Puis aussi, il faut évaluer les coachs. Est-ce qu'à Montréal, on est en mesure de leur permettre d'apprendre, pas juste de gagner des matchs? Ça, c'est important aussi. Ouais. Puis au niveau de vivre avec un joueur, une famille, j'ai été demandé ça à propos de Slafkovsky, mais Ouais. Slafkovsky, il habite tout seul depuis qu'il a 14 ans. Ouais. Alors, il faut qu'on accepte que le joueur, il faut qu'on leur mette dans une situation où ils sont à l'aise. Il ne faut pas penser que tout le monde a besoin de la même chose. J'ai 3 enfants qui sont au collège. Puis, comme on a parlé tantôt, mon plus jeune a 18 ans. Mais ça fait 3 ans qu'il est parti de la maison. Quand il retourne chez nous, je dis, écoute, dis-nous où tu t'en vas. Dis-nous quand tu vas de retour. Puis, voyons donc, ça fait 3 ans que je ne suis pas chez nous. Je dis, mais tu as 18 ans. Puis quand tu es chez nous, on a encore des règlements.
Alors, il faut qu'on évalue chacun différent. Il y a une question qui m'intéresse sur le chat. C'est Marc-Antoine Potier qui dit comme DG, est-ce que tu laisses la liberté à Martin pour choisir ses trios, puis qui retranche, qui garde, ou justement, vu que c'est la Ligue nationale, puis il y a des plans, puis il y a des contrats qui doivent aller en Europe et où on doit vraiment faire ça en équipe? Je crois qu'on le fait en équipe, mais c'est sûr d'un match à l'autre. Les trios, c'est à Martin à déterminer, mais c'est sûr qu'on va avoir, on va partager nos opinions. Jusqu'où l'apport, tu sais, nous, c'est certain comme podcast, on se retrouve avec Kent Hughes qui vient chez nous. Tu sais, quel apport Chantal Maccabé a eu depuis que vous l'avez engagé avec les Canadiens? Puis est-ce qu'elle pousse vraiment, vraiment pour que, tu sais, c'est important, je pense, pour le public d'avoir la chance de t'entendre ce soir puis d'aller dans différentes plateformes. Quel impact que Chantal a auprès de l'organisation? Bien, Chantal est là avant moi, mais je pense que c'est pas mal évident. J'ai pas rencontré quelqu'un à date qui nous dit pas comment Chantal est incroyable. Puis même on s'est parlé ce soir, puis j'ai dit, écoute, Chantal, je fie en toi de me dire quoi faire. Ça ne me dérange pas d'être disponible, mais en même temps, je suis le directeur général, je ne suis pas un des joueurs. Exact. Puis je ne suis pas l'histoire, c'est eux qui sont l'histoire, puis je ne voudrais jamais que, à un moment donné, que je perde la chambre ou les gars parce que je pense que je suis une célébrité. Ouais, alors, j'ai dit, avec ça, c'est mes inquiétudes, puis je te fais prendre les bonnes décisions en fonction de ça. Fait que, il est en train d'envoyer le message que c'est un gars d'équipe, ça part d'en haut, une maudite bonne affaire. Kent, on a un petit segment qu'on fait avec tous nos invités. Ça nous donne toujours des belles histoires. Ça s'appelle, le segment, c'est On se vide le sac. C'est des questions. On va te mettre 4 questions, puis tu choisis ce que tu veux là-dedans. C'est normalement des anecdotes, puis tout ça. Si on peut mettre la première slide à l'écran, Simon. Donc, côté expérience, ta première journée au bureau, ton meilleur souvenir de hockey ou ta plus grande phobie? Plus grande phobie. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. Puis, j'étais un peu gêné de te dire ça parce que tu es un directeur général dans la Ligue nationale, mais on a eu Matthew Barnaby qui est venu. Puis lui, sa plus grande phobie, c'était que sa femme, elle arrive avec un dildo plus gros que le sien en maison. Le mien n'est pas excitant comme ça. Mais j'ai une phobie des ponts. Les ponts? Ouais? Je suis pas capable de croiser un pont. Sérieux? Alors, quand j'ai finalement accepté le poste, mon frère m'a appelé et il dit, tu vas habiter où? Comment tu vas aller de Brassard à Montréal? Il y a une pont que tu dois croiser à chaque jour, 2 fois. Puis quand je suis venu pour faire quand j'ai accepté le poste, puis je suis venu pour le 19 pour la conférence de presse, j'ai essayé je suis parti avant que le 30 ait été construit. Alors, j'allais chez mes parents, puis j'ai décidé de prendre le 30 pour aller à Saint-Lazare, puis se rendre à Beaconsfield de l'autre côté. Alors, wow. je me rends, puis tout au coup, je vois des lumières vertes qui montent dans le ciel. C'est le Ma nouveau femme me pont. dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis ma femme me dit, tu pensais de se rendre dans l'île de Montréal sans avoir à croiser un pont? Mais d'une manière ou l'autre, je me suis arrangé pour que je puisse croiser le pont Champlain. Hey. Pas d'autre, mais au moins je peux croiser le pont Champlain. Ben, tu fais quoi, mettons, quand tu construis? Quand tu y vas sur le pont? Tu te fais Maintenant, pas... je suis correct, mais on est parti à Buffalo, puis on a croisé des ponts à 1000 îles. Ouais. J'ai les ponts qui montent en eau. C'était on est allé avec moi et Jeff dans l'auto. J'ai conduit tout le long, mais avant le pont, on a arrêté puis a pris Le volant? il a pris le volant, on a croisé le pont, puis j'ai repris le volant. Wow! Fait que, hey, vous entendez ça, là, les gens sur le chat, si jamais vous voyez quelqu'un marcher avec une mallette sur le pont Champlain, c'est Ken qui s'en va au travail. Montembeault, je pense que t'as les loups, hein, lui, c'est ça? Loups, Les loups, ça. Ton gardien de but, il a peur des loups. Ah oui? OK. Simon, l'autre slide. En voyage, meilleure anecdote de voyage, ton meilleur souper, le plus gros événement sportif ou ton foursome de golf de rêve. Choisis-en une là-dedans. Meilleur souper. Ça va être bon, ça. Je le sais. Je pense Okay. bien.
puis je sais même pas le nom du restaurant, mais Anton Hudobin était un client. C'est un des gars les plus comiques que J'ai joué avec au Wild rencontré dans ma vie. Ah, il est drôle. Alors, il m'appelle et puis il dit, Ken, when you come, we must go for dinner. I pay you a lot of money. Alors, on s'en va souper à Dallas. Puis, il commande tout, comme toujours. Puis, on est allé... je ne sais pas le nom, mais le gars qui fait le Salt Bay avec... ouais, OK. Alors, vous connaissez le restaurant. Ouais. Moi, dans le temps, je ne connaissais aucunement le restaurant. Il commande le premier steak, puis c'était en or. Puis il y a 15 personnes qui viennent à la table pour couper le steak. Puis je dis, puis il y a une famille en arrière de nous, puis Anton dit, veux-tu un morceau? Puis la madame commence à pleurer. Je dis, ouais, je ne peux pas croire combien ça coûte pour ça. Là, c'est un deuxième, puis un troisième. Je dis, voyons donc, je suis le seul qui mange, puis tu commandes un autre. Puis on a peut-être deux bouteilles de vin entre 4 personnes. Puis avant que le souper est terminé, il dit, je dois m'en aller, ma blonde est ici. Puis il ne me prend pas les épaules et il dit, ça ne sera pas cheap, ça va être aux alentours de 4 000 $, mais ça valait la peine. Il t'a fait payer. Il t'a laissé la facture? Oui. J'espère qu'il écoute ce programme aussi. J'adore ça. Ouais, ça, c'est une curveball à l'agent. C'est comme, merci. Simon, prochaine slide. Il en reste juste 2, ça sera pas long. Dans 5 minutes, tu as fini, Ken. Dans ta vie privée, une anecdote d'une première date, meilleure rencontre que tu as faite dans ta vie, un moment embarrassant ou un crush secret? En cas que ma femme écoute, je vais That's a aller tough one. Ouais, c'est ça. On se trompe jamais avec Wayne Gretzky. Oui. Non, mais j'ai encore mieux que Wayne Gretzky. Quand j'étais encore au collège, je suis parti dans le temps avec ma blonde, maintenant ma femme, une de ses meilleures amies, puis mon frère, puis sa blonde dans le temps. Puis on est allé à Maine, à Kennebunkport pour la fin de semaine de 4 juillet. On est parti à 5 heures du matin. Alors, on sort de la maison avec nos clubs de golf. Puis les filles disent, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, peut-être on va pratiquer un matin comme vous êtes encore endormi. Mais on avait déjà des plans pour aller jouer au golf à 6 heures du matin. Alors, on va jouer au golf à Kennebunkport. Puis, on savait que Président Bush habitait là, puis apparemment qu'il jouait. Alors, on joue, on est les seuls gars sur le terrain. Puis, je pense qu'on était sur le 11e ou 12e trou. Puis, quelqu'un vient nous voir, puis il dit, le président, il joue en arrière de vous, on voudra que vous attendez. Alors, je vais voir mon frère puis son ami, puis on dit, écoute, le président du terrain de golf veut nous passer. Il dit, président du terrain de golf? Ouais, donc, on joue vite, on ne laisse pas passer. Du coup, on voit comme 15 cartes qui s'en viennent, tout le Secret Service, puis c'est George Bush qui joue. Il arrive, puis il dit hey, merci beaucoup de nous avoir laissé passer. Il prend une photo avec un Kodak, puis il frappe. Il n'a pas bien frappé la balle, puis il a dit shit. Il part. Donc, on retourne chez nous, à l'hôtel, puis les filles nous attendent, puis ils sont dans le marde. Puis, mais on a joué avec le président des États-Unis d'Amérique, parce qu'on était juste 3. Puis la photo était les 4 ensemble. On joue avec George Bush. Puis, il nous croyait pas. Il pensait que c'était, on dit en anglais, un statue. Ouais. On a pris une photo avec. Ça nous a pris 10 ans pour nous croire. C'est très bon. Que c'était le président du club. C'était carré. J'adore ça. Merci beaucoup, Kat. Honnêtement, là, dans le camp d'entraînement qui commence comme ça, super d'équipe, de prendre une demi-heure comme ça pour les gens. Merci beaucoup. Ouais. Puis si on a la chance d'aller super ensemble, ben, moi aussi, je ferai comme Anton, puis je te laisserai payer. J'apprécie, puis merci beaucoup de m'avoir sur la programme. On l'apprécie énormément. Puis au nom des Québécois, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on pense que notre équipe est en de bonnes mains, puis les gens ont une immense confiance en toi et ton équipe. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Bonne soirée, les gars. Bye-bye.